Ohayo gozaimasu. Bonjour à tous et à toutes mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une japanophile passionnée de manga et de culture animée féminine. Si aujourd'hui l'animation japonaise est un art à part entière pour tout le monde, ce n'était pas encore le cas dans les années 90 et particulièrement en France, où une certaine intelligentsia la combattait pour combattre les esprits impressionnables de ses enfants. Et puis arriva Neon Genesis Evangelion, ou autrement dit en japonais, Neon Genesis Evangelion. Il aura fallu attendre les années 2000, Hayao Miyazaki et les studios Ghibli pour que les mentalités changent et que l'aspect artistique du médium soit reconnu en France. Pourtant, un peu avant 2000, et chez les connaisseurs, un nouvel animé a commencé à faire parler de lui. Une série de science-fiction mecha avec des robots géants et des jeunes femmes en tenue moulante. Bref, tout ce qui l'a condamné à succomber sous les balles du prêt-à-penser de l'époque. Cette série animée mecha, c'est bien sûr Neon Genesis Evangelion, diffusée pour la première fois au Japon en 1995 et en France l'année suivante, en 1996. Et très rapidement, on s'est très vite rendu compte que cette série, anodine en apparence, est devenue en réalité un très gros calibre. Mais sinon assez blablaté, et découvrons ensemble la dimension psychologique à travers l'introspection de soi dans Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion est sorti de la tête de Hideaki Anno, un homme bien torturé, un des plus grands fondateurs du plus grand studio d'animation du Japon, le studio Gainax, qui est également connu pour la réalisation de Karekano, Elle et lui. Après avoir fondé le studio Gainax en 1984 avec Hiroyuki Yamaga pour produire le film culte Les Alliés de Honneamise, il fait ses débuts de réalisateur en 1988 sur la série animée culte Gunbuster, qui connaîtra un grand succès et plusieurs suites. Pourtant, le synopsis de Neon Genesis Evangelion est on ne peut plus classique. En l'an 2000, un astéroïde percute la Terre en Antarctique, tuant la moitié de la population mondiale. Il est appelé Second Impact. En 2015, de mystérieuses créatures font leur apparition, les anges. Mais la Terre s'était préparée à cette éventualité. À Tokyo 3, ville forteresse et nouvelle capitale du Japon, une mystérieuse organisation, la NERV, a mis au point des EVA, des robots géants, seul rempart contre cette menace et qui ne peuvent être pilotés que par des adolescents. Alors qu'il n'a pas revu son père depuis 10 ans, le jeune Shinji Ikari, 14 ans, est invité à Tokyo 3 pour le retrouver. Mais le but réel de son paternel est de mettre aux commandes de l'EVA 01 et de le pousser à sauver la planète. Tandis que Shinji refuse cette responsabilité, un plan de plus grande envergure commence à se dévoiler. Un plan de complémentarité qui pourrait changer la face de l'humanité tout entière et déboucher sur un troisième impact. Dès sa diffusion au Japon, Neon Genesis Evangelion est devenu un véritable phénomène de société dont on mesure mal l'ampleur aujourd'hui. D'autant plus parce que notre rapport aux médias a changé. Elle s'est rapidement installée comme un incontournable culturel, draguant à la fois le grand public et les otaku, tout autant que les intellectuels par ses différents niveaux de lecture possibles. Pour l'époque, il faut aussi dire que d'un strict point de vue technique et visuel, la série est fantastique. Character design accrocheur et intelligent, le personnage de Rei Ayanami est d'ailleurs devenu le fantasme de toute une génération. Scènes d'action épiques et audacieuses, rythme soutenu et envoûtant, qui maîtrise quelques ruptures de ton qui envoûtent encore plus. Sur le papier, Neon Genesis Evangelion a tout du plan marketing parfait. Mais elle a aussi tout de la série commerciale immanquable. Successeur glorieux de toute une culture de robots géants tels que dans les mechas, tels que Mobile Suit Gundam, Goldorak, Gunbuster et bien d'autres encore.
ou encore les mechas actuels des années 2000 tels que Macross Delta. Pourtant, Neon Genesis Evangelion ne tarde pas à montrer qu'il nous parle en fait de toute autre chose et que son emballage pop n'est qu'un artifice pour nous faire passer un message. En effet, on remarque sans trop de difficulté que la série joue quand même un jeu dangereux sur les questions de la violence et surtout de la sexualité, qu'il s'agisse du rapport ambigu entre Misato avec Shinji ou encore la relation complexe entre Shinji, Rei et Asuka, clairement axée sur le désir frustré, la pulsion et beaucoup plus tard sur le rapport incestueux. La série joue sur une corde dangereuse qui pourtant est le cœur même de son récit. Si on rajoute à cela une couche philosophique, ésotérique et religieuse, tout autant qu'une étude psychanalytique de l'humain au sein de la société moderne, on réalise très vite qu'il ne s'agit pas que d'une série de robots pour les adolescents. Tout le mérite revient en fait à Hideaki Anno, même si pour être honnête, on devrait plutôt remercier sa dépression. En effet, souffrant de ce qu'on appelle un trouble de la dépression borderline, en gros, la frontière entre l'organisation névrotique et l'organisation psychotique, qui se manifeste par une angoisse de perte d'objets, une insécurité intérieure constante et une incessante mise à l'épreuve de son entourage. Le créateur envisage Neon Genesis Evangelion comme une gigantesque session d'autothérapie. Neon Genesis Evangelion trouve ainsi une de ses origines dans la théorie du philosophe Arthur Schopenhauer, appelé communément le dilemme du hérisson. L'humanité serait semblable à un groupe de hérissons qui, pour se réchauffer, auraient tendance à se rapprocher, mais leurs épines les empêchent de vivre une réelle intimité, sous peine d'en souffrir. Alors ils gardent leur distance, s'isolent et restent dans le fond seuls. À travers cette théorie, Schopenhauer mettait en lumière le problème de l'intimité entre les êtres humains, une chose impossible à un niveau fusionnel, puisque nos névroses, personnalités, traumas et individualité nous privent d'un véritable partage symbiotique, nous condamnant ainsi à une séparation inéluctable, une mise à distance de l'autre, ce qui entraîne la méfiance respective, la faible implication relationnelle, le repli sur soi et sur ses seuls intérêts, une porte ouverte vers le narcissisme et la série entière résumée en quelques lignes. Si on ajoute le sous-texte ésotérique et religieux, notamment le judaïsme, Neon Genesis Evangelion enfonce encore le plus le clou dans la thématique de l'angoisse de la séparation et le désir d'union transcendantale, reprenant à son compte l'ouvrage fondateur de Kabbalah, de Zohar, tout comme l'arbre des Séphiroth. La série use et abuse de symboles religieux sur la forme comme dans le fond. Elle relie le mythe d'Adam et de Lilith, qui est en fait la première compagne d'Adam avant Ève, puisqu'en réalité, le second impact est la chute de l'ange Adam sur Terre, et que Rei se mue en Lilith dans le film The End of Evangelion, entraînant ainsi avec elle le troisième impact, la symbiose ultime, soit la disparition de l'humanité, sur un plan strictement individuel et égocentrique. Comme si ça ne suffisait pas, Hideaki Anno rajoute également une bonne dose de psychanalyse, principalement freudienne. La série tout entière tourne autour de l'antagonisme complémentaire entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, tout comme elle fait la part belle au complexe d'Oedipe plusieurs niveaux. Déjà dans les rapports entre Shinji et son père, vis-à-vis de sa mère disparue et Rei par la suite, qui est en fait un clone de sa mère, ce qui complique le désir que l'adolescent éprouve envers elle, mais aussi par le principe même des robots géants, les EVA, à la manière du scaphandre expérimental d'Abyss. L'habitacle des EVA se remplit d'un liquide amniotique pour permettre de les manœuvrer. Ils doivent ensuite être en synchronisation avec l'appareil pour combattre les anges. L'ambivalence du désir est clairement marquée dans la série, ne serait-ce que par le rapport humain entre Asuka et Shinji, qui ne se supportent pas, mais pourtant se désirent ardemment sans vraiment l'avouer, dans le sens où Shinji veut fuir son père tout autant qu'il veut le rendre fier, ce qui le condamne à toujours revenir. Bref,
Neon Genesis Evangelion est une série animée à plusieurs niveaux de lecture multiples et bien plus profonde que ce à quoi on s'attendait. Les 2 derniers épisodes font scandale parce qu'ils n'offrent pas le spectacle attendu. Anti-spectaculaires au possible, ils sont également expérimentaux, puisque plusieurs passages se résument à des crayonnés, alors que de tout son long, la série utilisait le celluloïd. De ce fait, beaucoup de fans hardcore se sont sentis personnellement insultés. Une réaction épidermique justifiée par le fait qu'Anno réglait ses comptes avec lui-même et disait à son public de lâcher son écran de télé, de sortir de chez lui et de se confronter au monde réel plutôt que de se réfugier dans des fantaisies virtuelles parce qu'ils étaient paralysés par la peur. On appelle ça la manière forte. Face à ce tollé, il s'est senti donc obligé d'y revenir en promettant de rectifier le tir. C'est ainsi que 2 films longs métrages seront produits dès la fin de la série, Death and Rebirth, qui sort dans un premier temps en 1997. En fait, il s'agit d'un très long film découpé en 2 volets. D'une part, Death et d'autre part, Rebirth. Le premier film, Death, n'est en fait qu'un remontage des 24 premiers épisodes de la série originale Platinum, tandis que le deuxième volet propose en réalité une version améliorée des 15 premières minutes de l'épisode 25. En juillet 1997 sort enfin The End of Evangelion, censé être la véritable conclusion de la série, et l'acte de pardon de Hideaki Anno. Reprenant la partie Rebirth du film précédent, le long métrage développe la fin initialement prévue pour la série, mais complémentaire à la série. Mais là encore, le film divise la communauté, même certains allant jusqu'à censurer Anno pour haute trahison. Sorti en mars 1998, Revival of Evangelion est en fait la compilation de 2 films précédents. Sans la partie Rebirth toutefois, et prouve, à qui en doutait encore, que Hideaki Anno ne sait pas comment se débarrasser de son œuvre, ni comment la conclure de manière satisfaisante pour tout le monde. Il faudra attendre 2007 pour que Anno se replonge dans l'univers d'Evangelion avec le projet Rebuild of Evangelion, une série de 4 films long métrages censés remaker l'œuvre entière tout en utilisant les storyboards originaux de la série en les couplant avec les techniques d'animation modernes. On découvre par la suite que les pilotes ne sont pas choisis au hasard, puisque chaque Eva possède en réalité l'âme, ou une partie, de la mère du pilote désigné, qu'il s'agisse de Shinji ou d'Asuka, le cas de Rei étant un peu à part, ce qui se justifie également par le fait qu'elle pilote l'Eva 00. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve désormais le mois prochain, le dimanche 15 mai à 13 h pour une nouvelle analyse d'un nouvel animé en vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, la vie est un shoujo. Matane!